L'épineuse question des retraites, mais aussi du travail. On va en parler avec vous, Gilles Berset, professeur à Neoma Business School. Vous avez écrit ce livre, Travailleurs mais pauvres, aux éditions de Buck Supérieur. On va en parler. D'abord, peut-être juste un mot, parce que c'est l'actualité, sur les retraites. Vous êtes aussi président du corps, même si vous ne venez pas à ce titre-là, mais le corps qui suit les perspectives à moyen et long terme du système de retraite. Vous l'avez pris comment, cette décision de confier un audit flash à la Cour des comptes et donc de ne pas prendre les chiffres du corps? Écoutez, pour des raisons évidentes, j'ai pris la décision de ne pas intervenir sur cette question des retraites avant la remise du rapport de la Cour des comptes. J'interviendrai après. Je voudrais dire simplement deux choses sur cette question. D'ailleurs, je pense que François Omril serait tout à fait d'accord avec ce propos. La première chose, c'est que dans cette polémique sur les chiffres, nous sommes tous perdants. Nous sommes tous perdants. Pourquoi? Parce que cette polémique sape la confiance du citoyen dans les chiffres et dans les institutions qui élaborent ces chiffres, en particulier, bien évidemment, le corps. Et la confiance, ça se détruit très rapidement, ça se construit très lentement. Donc c'est hélas un gâchis que ce débat sur les chiffres. Le corps fait son travail de façon très sérieuse, très sérieuse. Ces chiffres n'ont jamais été remis en cause comme ça depuis le début de son existence. Et donc je regrette cette polémique dans laquelle nous sommes tous perdants. Le deuxième point que je voudrais évoquer, et je pense que François Omril serait également d'accord avec ce deuxième point, quand on évoque les dépenses des retraites, et qu'on constate que les dépenses des retraites font presque 14% du produit intérieur brut, beaucoup de gens disent c'est beaucoup, c'est trop, il faudrait réduire les retraites et cet effort qui siphonne en quelque sorte des richesses produites par notre société au détriment de l'investissement, au détriment d'autres politiques. Moi je dis, certes ce chiffre est fort, mais il est fort pas seulement et pas surtout parce que les retraites sont une quantité de dépenses, enfin des dépenses importantes. C'est surtout parce que le produit intérieur brut est faible. Nous avons un trop faible produit intérieur brut. Et nous avons un trop faible produit intérieur brut, en particulier, comme cela a été dit précédemment, parce que le taux d'emploi en France est faible quand on se compare à d'autres pays. Pour la population âgée de 15 à 64 ans, il est de 69% en France, quand il est beaucoup plus élevé, les 82% par exemple dans un pays comme les Pays-Bas, qui ne sont pas un enfer sur Terre. C'est trop faible, PIB, ça vous amène évidemment à revoir les projections que vous faites au sein du corps, à devoir les modifier et agrandir. Non, parce que cette situation a été prise en compte dans nos évaluations, dans nos projections. Mais pour dire les choses de façon très claire pour vos auditeurs, si nous avions le produit intérieur brut par habitant d'un pays comme les Pays-Bas, vous voyez, ce n'est pas une cible inatteignable, je ne parle pas des États-Unis, les Pays-Bas, c'est juste à côté de nous, eh bien, les retraites représenteraient environ 11,5% du produit intérieur brut. On ne serait plus à 14%, on serait à 11,5%. Donc on n'a plus les moyens, là, en ce moment, de notre modèle social par répartition, et il faut ajuster, soit effectivement il faut se donner ses moyens. Boost à la croissance. Il faut se donner ses moyens, et se donner ses moyens, c'est évidemment augmenter notre produit intérieur brut par habitant, ça doit être la priorité, et pour cela, en particulier, augmenter les taux d'emploi avec comme cible, comme exemple, des pays dans lesquels les taux d'emploi des seniors, des jeunes, des peu qualifiés, ces taux d'emploi sont beaucoup plus importants qu'en France et élèvent le produit intérieur brut par habitant. Vous voyez, c'est ça qu'il faut se donner comme cible. Encore une fois, si on avait le produit intérieur brut par habitant des Pays-Bas, on serait à 11,5% de dépenses de retraite dans le PIB, pour les mêmes dépenses de retraite en milliards. Et 11,5%, on serait un pays tout à fait comparable aux autres pays qui nous entourent. Donner la parole aux partenaires sociaux pour cette réforme et faire le point justement sur la réforme. Est-ce qu'on l'abroge ou est-ce qu'on la modifie? Pour vous, c'est une solution tout à fait C'est toujours une très bonne solution que de donner la parole aux partenaires sociaux, avec bien sûr un cahier des charges très
très précis, très rigoureux, à savoir assurer le financement et la soutenabilité de nos retraites. C'est très clairement exprimé dans la lettre de mission de cette délégation paritaire permanente, le fameux conclave, et puis éventuellement en améliorant notre système de retraite. Mais c'est tout à fait logique de donner la parole aux partenaires sociaux et de voir ce à quoi ils peuvent spontanément aboutir sur cette question. Alors vous êtes intéressé dans votre livre aux travailleurs, donc ceux bien avant la retraite, mais qui ne vivent pas comme il le faudrait de leur travail. C'est un phénomène qui est venu des États-Unis, mais qui est largement répandu maintenant en France. Largement. Disons qu'on en est plus conscient qu'on ne l'était auparavant. Dans les années 60, il y a eu effectivement, alors même que l'économie progressait d'une façon très forte, la productivité était très dynamique dans tous les pays avancés, il y a eu la découverte aux États-Unis d'un phénomène qui était choquant pour beaucoup de personnes, à savoir qu'il pouvait y avoir coexistence de travail et de pauvreté, qu'il existait une proportion non négligeable de travailleurs pauvres. Évidemment, cette découverte... Est-ce que nos travailleurs, ils cumulent, comme aux États-Unis, les petits boulots, ou alors c'est vraiment, ils n'arrivent pas à trouver... Alors, en tout cas, cette découverte aux États-Unis, évidemment, a fait tache d'huile, et dans beaucoup de pays, on s'est penché sur la question, en France comme dans d'autres pays avancés, et on a découvert, évidemment, que les travailleurs pouvaient être pauvres. Mais avant de répondre à votre question, on s'est penché aussi sur les raisons de cette pauvreté, de cette coexistence pour certains individus entre travail et pauvreté. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le principal facteur de pauvreté pour ces travailleurs, c'était la faible quantité de travail. La faible quantité de travail. C'est-à-dire que ces travailleurs étaient, pour la plus grande part, des travailleurs à temps partiel, ou des travailleurs qui enchaînaient des contrats courts avec des périodes d'interruption. Donc c'est la précarité en fait. Oui, il peut y avoir du temps partiel en contrat à durée indéterminée, donc je ne sais pas si on peut appeler ça de la précarité, mais en tout cas, c'est des formes particulières de faible quantité de travail, enchaînement de contrats courts avec des périodes de non-travail entre ces contrats courts, ou bien du temps partiel et du temps partiel éventuellement très court, qui est le principal facteur. Comment vous voyez les choses avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? On va peut-être avoir du mal à occuper encore plus nos travailleurs. Comment vous voyez les choses? D'abord, on a toujours été effrayé, chaque fois qu'il y a eu des révolutions technologiques, par l'effet que ça pourrait avoir sur le travail et par l'idée que ça pourrait augmenter le taux de chômage. Et chaque fois, la réalité nous a démenti. Les périodes de plein emploi sont des périodes de fort gain de productivité et de transformation technologique très très forte. Les 30 Glorieuses en sont une illustration évidemment parfaite. Si on veut qu'il y ait moins de chômage, ça peut sembler contradictoire, mais il faut qu'il y ait davantage de gains de productivité. Il faut accélérer la productivité. Par l'IA qu'on ait ces gains de productivité. Et éventuellement, l'IA peut être un vecteur de ces gains de productivité. Je dis bien peut être, parce que parmi les économistes qui se penchent sur les effets de l'intelligence artificielle, certains, pas des plus négligeables, je pense par exemple à Daron Acemoglu qui a obtenu le prix Nobel en octobre dernier, certains nous disent attention, les gains de productivité qui peuvent être induits par l'intelligence artificielle pourraient être très faibles, très décevants. Lui chiffre ça à 1/10 de point par an. Ouais, vous voyez, à la moitié d'un 1/10 de point par an même sur les 10 prochaines années. Donc c'est quelque chose qui est très très faible, bien évidemment. Donc il faut au contraire se tourner vers les gains de productivité, se tourner vers le progrès technique, se tourner vers les révolutions technologiques comme l'IA, sans a priori, sans préjugés sur ce que ça peut nous apporter. Il y a un autre problème ça nous aidera à sortir de la pauvreté, ça nous donnera du pouvoir d'achat, ça nous donnera de la croissance et ça facilitera le financement des retraites. Ouais, c'est un tout. Un autre problème qui est souvent mis en exergue depuis bien longtemps, mais que vous reprenez dans votre livre, c'est le manque de mobilité. Alors mobilité spatiale, mais aussi sociale, intergénérationnelle, un petit peu. Et ça, c'est vraiment un problème. On a du mal à l'adresser depuis des années. Oui. En France particulièrement. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en France, plus que dans tout autre pays avancé, l'accumulation de certains dispositifs publics qui sont chacun d'entre eux bien intentionnés
eh bien, peuvent aboutir à des effets de trappe, peuvent désinciter à la mobilité sociale et salariale. Un chiffre ici encore, pour un salarié qui est à temps plein au SMIC, célibataire à temps plein au SMIC, une augmentation de revenus net de 100 € par mois coûte 500 € par mois à son employeur. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que son employeur perdra en partie le bénéfice de certains allègements des charges sociales. Et puis notre salarié perdra en partie le bénéfice de la prime d'activité ou de certaines aides au logement. L'accumulation de ces dispositifs qui chacun d'entre eux est bien intentionné. On enferme en fait les gens dans leur bas salaire. Voilà, ça peut enfermer les gens dans leur bas salaire et ça peut amener certains salariés à se dire mais le gain que je tirerai personnellement d'une mobilité salariale est très faible si je le compare au coût que ça représente. Parce que c'est un sacrifice, hein, la mobilité salariale. La formation, c'est un sacrifice. C'est des soirées passées à se former, c'est des week-ends passés à se former. Donc c'est une vie familiale un peu moins forte. Vous voyez, des sacrifices sur la vie amicale, sur une quantité de domaines. Et ces sacrifices, parfois, peuvent être beaucoup plus forts que le gain que ces salariés. Donc le travail ne paye pas assez aussi par rapport, on peut penser aux aides sociales quand on ne travaille pas. Voilà, donc il est clair qu'il faut revoir tous ces dispositifs et leur empilement d'une façon sereine, détachée, sans vouloir polémiquer a priori. Et il est clair qu'il faut réformer notre système d'exonération de charges sociales, il faut réformer nos soutiens aux bas revenus, de façon à ce que l'empilement de ces différents dispositifs désincite moins qu'il ne le fait aujourd'hui à la mobilité. Et surtout pas alourdir les cotisations aux retraites, donc, qui sont évidemment déjà assez éventuellement, fortes éventuellement. Vous voyez, le plus grave qu'être au salaire minimum, c'est de le rester. Et il y a des gens qui restent longtemps au salaire minimum. Et il faut s'intéresser à ces personnes-là pour accompagner leurs ambitions de mobilité sociale et salariale et les aider autant que possible à sortir d'une trappe au SMIC. Et pour l'instant, l'empilement de nos dispositifs sociaux peut les dissuader de la mobilité sociale et salariale. Donc ça passe par une simplification. Voilà, ça passe par des simplifications, ça passe par beaucoup de choses, mais dans un pays comme le nôtre, qui est fortement endetté, qui a des fortes contraintes de finances publiques, dans une situation où les gains de productivité, vous en avez parlé auparavant avec François Omril, les gains de productivité sont faibles, voire négatifs sur les dernières années, il est clair que la remise en cause, la remise à plat de ces dispositifs aboutit à ce qu'il y ait des perdants et des gagnants. Et les perdants ne sont pas forcément des nantis. Donc c'est quelque chose de socialement difficile, mais le bien-être général, en tout cas, en serait amélioré. Et puis vous avez raison d'évoquer aussi la mobilité intergénérationnelle, parce que l'école en France est une école qui reproduit plus que dans la majorité des autres pays avancés la reproduction sociale. Et donc le manque d'ascenseur social. Ça, c'est dramatique. Vous voyez, l'école contribue moins qu'ailleurs au changement de classe sociale, à l'ascenseur social. C'est dramatique. On retrouve tout ça dans votre livre Travailleurs mais pauvres, donc aux éditions de Buck Supérieur. Merci beaucoup Gilles Berset. On aurait aimé prolonger la conversation, mais je crois que vous êtes attendu aussi ailleurs. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Merci.